Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du crash abominable qui a décimé la famille Fleming la veille de Nouvel An 2017. Monsieur John Fleming, 46 ans, était PDG de son État. Il dirigeait une compagnie de distribution de boissons alcoolisées, des spiritueux aux États-Unis. L'alcool, au-delà de générer des revenus suffisants pour qu'il puisse offrir un jet privé, l'alcool, je disais, n'a pas joué un rôle dans cette histoire de toute manière. Ceci n'a jamais pu être déterminé à la satisfaction de tout le monde parce que, eu égard à la violence du choc dont il sera bientôt question, on n'a pas retrouvé suffisamment de pilotes pour faire des analyses toxicologiques. Le 29 décembre 2016, un avion de type Cessna Citation 525 avait décollé de Columbus, dans l'Ohio. Il s'était orienté vers le nord pour aller à l'aéroport de Cleveland. À bord, on avait monsieur Fleming, aux commandes de cet appareil sur lequel il a été qualifié depuis 3 semaines, qu'il avait acquis très récemment. Et puis on a avec lui des membres de sa famille. On a son épouse, on a 2 de ses enfants, et il y a également 2 voisins qui s'étaient joints à cette sortie. Il y a un homme et sa fille de 19 ans. Et puis, le but du voyage était d'aller voir un match de basket et rentrer en fin de journée. L'appareil vole pendant une bonne demi-heure, atterrit à l'aéroport de Lakefront. Comme son nom l'indique, il a une piste qui est proche de l'eau, c'est le lac Erie. Et à cet endroit-là des États-Unis, c'est un lac qui, justement, crée une frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis. À cette période de l'année, 29 décembre, généralement dans cet endroit du monde, la météo est relativement exécrable. Bien que ce soir-là, cette météo était suffisamment exécrable, des nuages bas, un petit peu de précipitation, pas grand-chose, un petit peu de vent. L'atterrissage se passe extrêmement bien. Ces gens vont voir le match, et puis ils reviennent à l'aéroport sur les coups de 23 heures pour rentrer chez eux. Ils doivent rentrer à Columbus. Columbus, par la route, c'est à peu près 3 heures quand il fait beau. Ça peut être le double ou le triple quand il y a de la neige, quand il y a des blocages de route dans l'Ohio. Il monte dans l'appareil et puis il commence à rouler pour aller vers la piste 24. Si on regarde l'expérience de M. Fleming, et celle-ci va jouer un rôle, il a grosso modo 1200 heures de vol en tout, mais une bonne partie de son expérience a été acquise sur l'avion qu'il possédait précédemment, qui était également un jet privé, également un Cessna, mais cette fois-ci on parle du 510, légèrement plus petit. Il semblerait, d'après le rapport du NTSB, que ce Cessna 510 était équipé d'un horizon artificiel de type soviétique ou de type russe. Alors, si on regarde la situation dans le monde, il y a 2 types d'horizons artificiels. La plus grande majorité des horizons artificiels sont dits des horizons occidentaux. Et en fait, ces horizons-là vont vous montrer un horizon artificiel qui bouge, comme le nom l'indique, hein, c'est un indicateur d'horizon. Donc ce qui bouge, c'est l'horizon. Et devant l'horizon, on a une maquette d'avion ou un avion stylisé. Et puis cet avion est fixe. Mais c'est l'horizon qui bouge. Ça, c'est le choix, on va dire, prépondérant dans le monde aujourd'hui. Face à ce choix, il y a ce qu'on appelle l'horizon artificiel soviétique ou russe, même si les Russes en sont revenus depuis qu'ils ont acheté des avions occidentaux, eux aussi ont commencé à basculer vers le standard occidental. Je disais que l'horizon de type russe est assez différent. On a un horizon qui est fixe et un petit avion qui bouge devant. Les 2 horizons fonctionnent selon des principes au niveau interne qui sont pareils. C'est des gyroscopes qui sont traînés à grande vitesse et qui sont enfermés dans des cages et qui permettent de savoir où est la verticale, où est l'horizontale, etc. Mais leur interprétation
au moment de l'affichage, eh bien, ce n'est pas la même chose. Il y a des études qui prouvent que l'horizon artificiel russe a une meilleure ergonomie. Il y a d'autres études tout aussi sérieuses qui disent que l'horizon occidental a une meilleure ergonomie. Lorsque l'URSS a éclaté, beaucoup de pilotes qui étaient expérimentés sur des avions soviétiques ont commencé à aller vers l'Ouest et trouver du travail, il y a eu un certain nombre d'accidents. Par exemple, le Crossair, l'avion, le Saab, qui avait décollé de l'aéroport de Zurich, si je ne m'abuse, c'était pratiquement au début des années 2000, c'est en l'an 2000 en fait. C'était un avion qui avait décollé, virage, et puis il a fini à très 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 grande vitesse contre un champ. Et en fait, il a été déterminé par les autorités helvétiques que c'était une désorientation de pilote qui avait une grande expérience avec l'horizon artificiel russe, de type russe. On a un problème de contexte ici. C'est-à-dire que lorsque les Russes ont adopté des avions occidentaux, ils ont constaté effectivement cette différence d'horizon artificiel. Et ils ont aussi réalisé que cette différence allait poser de gros problèmes à leurs pilotes. Et donc, ils ont pris le temps pour les former à passer de l'un à l'autre. Ils ont particulièrement insisté sur ce point-là. Mais quand ces pilotes sont arrivés en Occident, dans un contexte où cette problématique n'était pas connue, eh bien, il n'y a pas eu une attention particulière portée à ce problème. Monsieur John Fleming sera victime de quelque chose d'extrêmement similaire. Il n'est pas russe, n'a jamais volé en Russie, mais en tout cas, pour une raison que le NTSB ne précise pas, le Cessna qu'il possédait avant avait un horizon artificiel de type russe. Potentiellement, il appartenait à un Russe qui a fait installer ce genre de système dessus. Et voilà, et le gars a appris à piloter avec ça. Alors, a priori, on peut convenablement piloter avec l'un et l'autre des horizons. La réalité, c'est que quand on a l'habitude de l'un, eh bien, on peut parfois penser à l'envers. Quand on regarde ce que fait l'avion, on peut se désorienter en pensant que l'avion fait l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Je vais prendre un exemple ici. J'ai pensé à une démonstration qui vous permettra de visualiser un petit peu ce phénomène dont je parle. Si je prends un Cessna 152, je prends un avion d'aéroclub, il a quoi? Il a typiquement un horizon artificiel de type occidental et il a, quelque part ailleurs sur le cockpit, il a un indicateur de virage qui est avec un petit avion et une bille qui permet de coordonner le virage. Ok. Si on regarde l'horizon artificiel du Cessna, il fonctionne selon le principe occidental. Il y a un petit avion, une petite maquette d'avion comme ça, et puis l'horizon derrière qui bouge en fonction des évolutions de l'avion. Si on regarde l'indicateur de virage, il suit quel principe? Quand l'avion tourne, braque, eh bien le petit avion tourne dans la même direction. On est dans la logique russe. En fait, vous pouvez voir que les limites de l'ergonomie font que on a un tableau de bord avec deux instruments qui suivent en réalité deux conventions différentes. L'horizon sur la convention occidentale, l'indicateur de virage sur la convention russe. Ceci va nous permettre de faire une petite expérience. Alors, je vais vous montrer une première vidéo. Dans la vidéo, qu'est-ce que vous allez voir? C'est une vidéo faite rapidement avec un simulateur. Vous allez voir le Cessna partir à droite. Dans une première vision, vous allez voir le Cessna virer et vous allez voir l'horizon dehors plus les deux instruments. Donc regardez cette vidéo. Maintenant, on va reprendre l'expérience. Je vais vous montrer la même vidéo, mais cette fois-ci, on va zoomer que sur ces deux instruments. Vous n'allez plus voir l'horizon dehors parce que, en réalité, dans la vidéo précédente, vous aviez trois manières de savoir ce que fait l'avion. L'horizon dehors, l'horizon artificiel et l'indicateur de virage. Cette fois-ci, on va se mettre dans la tête d'un pilote qui ne voit rien dehors, qui est dans les nuages, qui est dans la nuit, n'a pas de référence visuelle.
Et donc, vous allez voir que 2 instruments qui vous permettront de savoir dans quelle direction va l'avion. C'est exactement la même vidéo, sauf zoomé. Regardez maintenant. On va faire la même expérience avec un virage dans l'autre direction. D'abord la vidéo globale et après une vidéo zoomée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, a priori, ce qu'on a, c'est 2 lignes qui partent dans 2 directions différentes. Si vous regardez ces 2 instruments, ils vont créer, vous voyez, la différence de direction dans laquelle ça part. Si on regarde au mauvais endroit, ça veut dire que si on regarde les ailes de l'avion sur l'indicateur de virage, qui représente une longue ligne, et on regarde la ligne d'horizon sur l'horizon artificiel, on voit que ça part dans des directions opposés. L'indicateur de virage fonctionne selon le principe russe. Imaginons quelqu'un habitué à l'horizon artificiel russe, avec l'avion qui bouge, et soudainement passe sur l'horizon artificiel occidental, et cette fois-ci, au lieu de regarder le petit avion, il regarde l'horizon, qu'il va mentalement voir bouger, parce que c'est ce qui bouge qui nous intéresse. On est attiré, notre vision est attirée par ce qui bouge, pas par ce qui est fixe. Donc, il a passé longtemps à piloter avec l'avion qui bouge. Plus tard, il passe sur l'horizon artificiel occidental. Qu'est-ce qui bouge? C'est l'horizon qui bouge. Donc il va piloter à l'horizon, au lieu de piloter au petit avion qui est fixe. Et cette fois-ci, il va interpréter les choses à l'envers. Souvent, ces pilotes qui commencent à rentrer dans une désorientation spatiale, ils vont commencer parfois à faire des petits gestes à gauche, à droite sur le manche pour essayer de retrouver leur marque, pour essayer de voir si, je ne sais plus ce qu'il fait, je donne un petit coup à gauche pour voir si c'est la bonne direction. Après, je ne sais plus si c'est la bonne direction, je vais donner un coup à droite, mais en réalité, dans leur tête, vu que les 2 standards se superposent, ils ont d'un côté une partie de leur cerveau qui leur disent tu pars à droite et l'autre qui dit tu pars à gauche. Et quand ils commencent à jouer avec les commandes à gauche à droite, comme l'a fait le pilote du Crossair en 2000, eh bien ça fait ça. Ça fait ça dans leur tête. Ils voient 2 avions qui vont chacun dans une direction et puis les mouvements deviennent de plus en plus désordonnés jusqu'au moment où l'horizon tourne complètement et puis voilà, il a les pattes en l'air et l'avion est sur le dos, c'est la perte de contrôle. Donc, ce monsieur a été formé, il a fait de l'expérience sur un avion qui, pour une raison que nous ignorons, avait un horizon artificiel russe. Par la suite, il fait une formation sur un autre avion qu'il a acquis, quasiment neuf. Il avait 800 heures de vol le jour de la tragédie, cet avion-là. Et donc, il s'aligne, il décolle, tire sur le manche, et là, pour une raison qui n'a jamais été élucidée complètement, il ne met pas le pilote automatique. Parce que, vu que ces jets privés sont pilotés souvent avec un seul pilote, les écoles d'aviation insistent sur le fait que tu décolles, tu rentres le train d'atterrissage, clac, tu mets le pilote automatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que la charge de travail est très élevée dans cet environnement-là, et on a envie que le pilote libère très rapidement son attention, qu'il puisse gérer son vol de manière globale, contacter la tour de contrôle, faire une gestion, on va dire, de cockpit, sans focaliser juste sur les commandes, et puis le pilote automatique devrait gérer ça. Pour une raison ignorée, il n'a pas pu mettre le pilote automatique. Peut-être que, parce que très souvent, si on a un effort sur les commandes, par exemple, le pilote automatique ne va pas s'enclencher. Donc peut-être qu'il était trop crispé sur les commandes, ou il tirait, ou il poussait. Donc le pilote automatique ne s'est pas enclenché. Toujours est-il que, décollage dans le noir, il est 23 heures, tout de suite, rentrer dans les nuages, en dessous, il y a un lac qui représente aussi
une étendue noire et ça a tué les virages, décollage. Regardez le Sharm el-Sheikh, le Flash Airlines, c'était quoi? Décollage dans la nuit, virage au-dessus d'une étendue d'eau. Virage au-dessus d'une étendue d'eau après le décollage, c'est un tueur. Parce que durant le décollage, il y a des accélérations assez fortes. Donc l'oreille interne est un petit peu perturbée pendant un petit moment. Et puis quand ceci est suivi immédiatement d'un virage sans repère visuel, quand on est fatigué en plus, le mec n'avait pas dormi pendant 17 heures au moment de l'accident. Ça faisait 17 heures qu'il était éveillé. Donc le crash a eu lieu à 23 heures. Le gars, il était extrêmement fatigué. La fatigue ne va pas aider naturellement. Donc, il prend un virage. Et après, là, un premier problème, c'est que sa vitesse ascensionnelle est de 6000 pieds par minute. Donc, il a une autorisation pour monter à 2000 pieds au départ. Et il tire tellement sur le manche que l'avion monte comme un missile. Il monte à 6000 pieds par minute, et très souvent 6000 pieds par minute n'est pas un vario normal sur un avion civil. C'est un vario de quelqu'un qui va se cracher, c'est un vario de quelqu'un qui va perdre le contrôle s'il ne fait rien. Quand on voit 6000 pieds par minute, c'est que la vitesse est en train de reculer, c'est qu'on est en train de prendre de l'altitude au détriment de la vitesse et que les choses vont très mal se passer très vite. Comme il avait une autorisation pour monter à 2000 pieds initialement, eh bien, il va passer très rapidement au travers des 2000 pieds. En bout de quelques secondes, il traverse son altitude de 2000 pieds et continue à monter au-dessus de celle-ci. Le pilote voit le directeur de vol partir complètement vers le bas. Ça veut dire que ton altitude maintenant est en dessous, ce que tu voulais faire est en dessous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument rattraper son altitude de consigne. Donc, il prend le manche et il le pousse. Il pousse sur le manche et là, il prend 6000 pieds par minute de taux de descente. Donc on a un pilotage qui devient de plus en plus brutal. Donc l'avion fait un peu n'importe quoi et on a un pilote en fait qui fait n'importe quoi. Par exemple, il y a des messages qui ont été envoyés par la tour de contrôle auxquels le pilote a répondu, mais on les trouve dans l'enregistreur de vol, dans la boîte noire, mais on ne les retrouve pas dans l'enregistreur qui est à la tour de contrôle. Ça veut dire qu'en fait, le pilote machinalement répondait au contrôleur sans même appuyer sur le bouton pour transmettre sur la fréquence. Donc ça montre à quel point il était littéralement dans le cirage. Donc il commence à s'agiter sur les commandes, à de plus en plus perdre le contrôle. La vitesse augmente de manière significative, les moteurs sont à la poussée de décollage. Et puis soudainement, il surgit sous les nuages et va se fracasser contre l'eau à une vitesse excessive. Les secouristes sont envoyés immédiatement. Les gardes-côtes vont commencer à explorer dans cette nuit, sous une pluie battante, vont commencer à explorer le lac. Et puis, ils vont pas trouver grand-chose au départ. Ils vont trouver quelques débris flottants, une nappe d'essence. Et il leur faudra plusieurs jours pour commencer à localiser vraiment le gros de l'épave à peu près une douzaine de mètres de profondeur. Mais malgré cette profondeur-là, vu la difficulté de la météo, il leur sera très très difficile de récupérer les choses. Ils ont trouvé initialement 3 personnes sur ce qu'il en restait, sur les 6. Par la suite, les gens autour du lac Erie vont pratiquement durant toute l'année 2017, pendant des mois et des mois, récupérer diverses parties des gens qui étaient tués dans cet accident malheureusement. C'est un accident qui ne devait pas avoir lieu, il n'y a pas de raison qu'il ait lieu, mais voilà, manque d'entraînement. Parfois aussi relation perverse entre les écoles d'aviation et les clients riches, c'est-à-dire que c'est un élève mais aussi un client. C'est un client qui va apporter de l'argent à la compagnie, qui va apporter du business à la compagnie, enfin à l'école. Donc il va falloir y aller mollo dessus. Il faut réserver un petit peu, préserver son ego. Et malheureusement, parfois, ceci donne lieu à des scénarios où on a des gens qui sont peut-être pas assez, n'ont pas la performance pour être lâchés sur un avion, mais on va les lâcher parce que, voilà, on est en train de tourner au ras de la faillite. C'est un client, il apporte de l'argent, il apporte du business, le client est roi. Voilà, on a souvent ça. Et donc,
Là, bien sûr, l'histoire n'a laissé aucun survivant, comme vous pouvez imaginer. Les pertes de contrôle à basse altitude, généralement, donnent des impacts extrêmement brutaux et ne permettent pas de trouver des survivants par la suite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, et on se voit dans une autre.